Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Donc, nous sommes présents aujourd'hui pour un atelier sur la thématique de collaboration réussie avec les entreprises adaptées du numérique. Et c'est un retour d'expérience sur le diagnostic numérique handicap. Donc, un petit propos introductif. Fin 2019, donc, alors si ma date est bonne, avec le diagnostic donc, numérique handicap, donc Magali vous reparlera après, l'AGFIP et ses partenaires, dont nous faisons partie, mais il y avait aussi l'UNEA, le réseau GESAT, HUP et d'autres, si je ne m'abuse, se sont mobilisés donc, pour répondre à la fois aux besoins croissants de compétences dans les métiers de l'information technologie, donc le IT, et du numérique, et aussi à l'obligation en matière d'emploi de travailleurs handicapés, et aussi aux enjeux en termes de RSE. Donc, cet atelier a pour objectif de vous faire un retour d'expérience. Donc, comment ça se passe, ce diagnostic, et quelles sont des premières success stories que l'on peut rencontrer. Pour m'accompagner dans cet atelier, donc j'ai le plaisir d'accueillir Magali Fabre, qui est directrice diversité et inclusion chez CGI France. Bonjour Magali. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Catherine Cuc, qui est senior manager CGI Business Consulting. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Marc Cussac, qui est directeur du développement d'un groupe d'entreprises adaptées qui s'appelle NEA et qui est présent bien sûr comme exposant sur ce salon. Donc, avant de laisser la parole, bonjour Marc, excusez-moi, avant de laisser la parole à Magali, peut-être faire un petit tour de présentation alors, je vais donner peut-être la parole, ça sera plus simple. Anne, Clément, puisque tu es la première sur la liste. Bonjour, je représente Numériquea, qui est une agence de communication digitale agréée, donc EA, présente également sur le salon comme exposant et qui a mis en place une formation au métier de référent en accessibilité numérique dans le cadre du CDD Tremplin avec le PIC-EA et avec un premier retour d'expérience réussi pour la première promotion 2021 avec une deuxième qui va commencer 2022. Voilà. Merci Anne, et j'en profite pour rappeler juste que hier, donc nous avons Mathieu Bars, qui est directeur à Numériquea, qui est intervenu dans la table ronde que j'animais sur les expérimentations CDD Tremplin, et notamment, effectivement, il nous a beaucoup parlé de cette expérience, de cette formation, donc je vous invite à revoir le replay. Merci Anne. Adeline. Excusez-moi, peut-être préciser si vous avez des attentes particulières par rapport à cet atelier. Merci Magali. Anne, tu as des attentes particulières du coup? L'attente que j'ai, c'est effectivement d'avoir un retour sur ce diagnostic numérique et qui fait parler de lui et qui est très intéressant. Donc voilà, entendre Magali, les retours d'entreprises sur ce sujet-là m'intéressera beaucoup, bien sûr. Merci. Très bien, merci. Donc, la parole à Adeline Budet. J'espère que j'ai votre nom. Bonjour. Oui, c'est bien ça. Ravie d'échanger avec vous. Alors moi, j'avais reçu cette invitation justement parce que je suis chargée du projet handicap et inclusion diversité au sein de la Redoute. Donc je suis actuellement en pleine négociation pour pouvoir développer justement cette dimension au sein de la Redoute. Donc, je suis preneuse de plusieurs informations sur l'adaptation du numérique notamment. Donc, d'où ma participation ce jour à cet événement. Merci, madame. Marie de Courcy. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie de Courcy, chargée d'insertion pour l'entreprise adaptée de la page de Valois. Donc, nous, on n'a pas du tout une activité numérique, mais la question de l'accès au numérique de nos salariés handicapés est quand même importante. Donc, je voulais prendre des informations sur ce qui se fait. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, Magali, Marc, on les a. Madame Matt, bonjour madame, vous allez bien? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui,
Bonjour, donc moi je suis Marie-Math, chargée de mission clause sociale au département de la Moselle. Et voilà, je voudrais développer l'achat responsable sur tous nos secteurs d'activité. Et du coup, voilà, je suis preneuse des bonnes pratiques et des bonnes expériences un peu partout. Très bien, merci beaucoup. Et bien après, donc il y a Alexandra, mais qui fait partie de l'équipe Handy Achat, et peut-être qu'on aura d'autres intervenants d'autres participants qui vont arriver. Donc on va pouvoir commencer. Alors ma première question, elle sera. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui ne s'est pas exprimé. Excusez-moi, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Non, c'est bon. Ouais. Ma première question sera pour Magali Fabre. Donc, au regard de vos retours d'expérience, avant 2019, puisque vous allez nous expliquer qui est CGI quand même, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. La GFIP vous a retenu pour pour mettre en expérimentation le diagnostic numérique handicap, qu'on appelait avant Handy Ready. Et pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet? Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour expliquer le projet, il faut repartir en 2013 quand Airbus, qui souhaitait développer ses achats au secteur adapté, a cherché, scanné tous ses projets et a visé l'IT en se disant, mais en fait, sur l'IT, il y a un volume d'achat très important et là, en fait, on n'achète pas responsable. Donc, c'est là qu'on veut acheter du handicap. Et en fait, sur la base de cette première impulsion d'un grand client qui avait un potentiel pour transformer l'écosystème, eh bien, tout l'écosystème s'est mis en mouvement pour que d'un côté, des entreprises adaptées puissent proposer des prestations IT adaptées à des besoins de grands groupes et que de l'autre, l'écosystème, notamment celui des entreprises de services numériques, commence à comprendre l'intérêt de travailler avec ces entreprises adaptées-là. Suite à ça, je vous la fais très rapide. Nous, CGI, on a été dans les premières ESN à être sollicités et donc à travailler et à proposer une collaboration avec une entreprise adaptée sur les métiers, donc c'était du support informatique. Et suite à ça, quelques personnes dont je faisais partie, on s'est dit, en fait, si on arrive à le faire pour Airbus sur du support, en fait, on a un potentiel d'action qui est énorme parce qu'on va pouvoir à la fois répondre à des besoins d'achat responsable pour des clients qui voudraient faire travailler le secteur du handicap avec avec des modalités spécifiques, hein, puisque les personnes qui travaillent sur les clauses, etc., vous vous rendez bien compte que c'est pas facile, donc il faut mettre en place les modalités qui vont bien. Et on va pouvoir aussi rendre service au monde du handicap, parce qu'on va créer des emplois pour des personnes en situation de handicap dans des entreprises adaptées, et ces emplois vont pouvoir se transformer aussi en emplois dans le secteur ordinaire. Et en fait, on avait pensé au CDD tremplin avant qu'il soit promu, puisque maintenant, aujourd'hui, c'est le CDD tremplin, c'est la modalité pour dire les personnes peuvent passer par le secteur adapté pour ensuite passer par le secteur ordinaire. Alors évidemment, je n'ai pas exactement répondu à la question, hein. Donc, à quoi il sert ce diagnostic? En fait, ce diagnostic, il sert à savoir quand et comment c'est possible. C'est-à-dire que là, je vous ai donné une approche empirique, Airbus, théorique, ce qu'on a voulu faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a les DSI qui ne connaissent pas le handicap, et puis les missions handicap, ou le monde du handicap, qui ne connaît pas forcément toujours bien les métiers des DSI. Et donc, quand la GFIP nous a sollicité en nous disant on voudrait monter des formations pour les personnes en situation de handicap, dans l'IT, etc., moi, je leur ai dit que la première chose à faire, c'est aussi de trouver des terrains sur lesquels on va pouvoir travailler. Et ces terrains-là, ces terrains sur lesquels on va pouvoir faire travailler le secteur adapté, travailler des personnes en situation de handicap, les monter en compétences, etc., il faut d'abord les trouver. Et il faut les trouver chez les clients. Et donc, il faut aller dans les DSI, évangéliser, expliquer le sujet du handicap et trouver dans chacune des DSI qui a toujours ses spécificités, qui a toujours ses modalités de travail, trouver dans chacune des directions des services informatiques les endroits les plus propices pour pouvoir mettre en place des modèles innovants socialement. Et c'est à ça que sert le diagnostic. C'est une approche très flash qui permet de
travailler avec les DSI pour identifier là où il y a des choses à faire sur le handicap. Et je fais exprès de dire là où il y a des choses à faire. Et des choses à faire parce qu'en fait, en fonction des contextes, on va trouver des choses différentes à faire. Et là, vous allez en avoir une illustration, mais on a fait ce diagnostic sur une dizaine de grands comptes aujourd'hui. Et à chaque fois, on a eu des modalités de mise en œuvre qui étaient différentes puisqu'elles étaient fonction du contexte spécifique du client en question. Ok, merci Magali pour cette voilà d'où c'est parti. Alors on va laisser la main maintenant à Catherine. Donc on a effectivement ce que je disais, hein, le diagnostic il a été lancé, en tout cas repris par la GFIP et donc 10 diagnostics hein, qui ont été faits entre 2020 et 2021. On a eu un premier retour d'expérience avec l'ensemble des participants, c'était en septembre, hein, si mes souvenirs sont bons. En septembre, en effet. Donc, de cette première journée ou après-midi en tout cas de retour d'expérience, il y a un film qui a été fait. Et donc Catherine et Magali nous ont proposé de passer ce film parce qu'il y a des témoignages intéressants et qui nous permettront peut-être derrière de revenir, d'illustrer en tout cas sur ces résultats. Donc Catherine, tu as la main pour nous passer un petit film qui dure 4 minutes. Je vais vous projeter le film. Alors attendez. Et peut-être en écoutant le film, si vous pouviez noter 2-3 choses qui vous ont interpellé ou qui vous intéressent, n'hésitez pas, puis on utilisera cette matière tout à l'heure. C'est parti. Le diagnostic numérique et handicap, c'est la rencontre de deux mondes. D'un côté, le secteur du travail et le marché du handicap, avec tout un tas d'opportunités, tant en termes de ressources, de ressources humaines, de capacités, d'intelligence, d'innovation, d'agilité. De l'autre, le monde du numérique, avec aussi un nombre incroyable d'opportunités, puisque les métiers sont très divers, les perspectives professionnelles sont très larges. Et donc la valeur ajoutée de ce diagnostic, c'est de faire rencontrer deux mondes qui habituellement ont du mal à se côtoyer et à faire connaissance. À travers la proposition de valeur qui nous a été faite, on a bien senti qu'il y avait une vraie compétence à la fois sur cette dimension handicap par la représentativité de la GFIP, mais aussi sur les métiers de l'informatique, hein, de la DSI, à travers CGI. Ce qui nous a permis d'avoir une vraie démarche participative avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient des RH, achats ou nos managers de la DSI. Et donc on a eu des discours libres pour un petit peu casser les frilosités et s'engager sur la réflexion qui nous a amené à des propositions d'action qu'on évoquera plus tard. Ça a aussi permis de fédérer des initiatives qui étaient très locales. Et là, à travers la ligne managériale, d'avoir vraiment cette mise en mouvement, cette ouverture d'esprit. Et quelque part, le bénéfice aussi grâce au référentiel partagé sur les différentes entreprises du secteur adapté, d'avoir quelques rendez-vous pertinents qui ont pu démontrer à nos équipes qu'il y avait une valeur, il y avait une opportunité, une facilité d'accès à ce milieu-là et qu'on allait s'engager dans cette dynamique commune. Alors, la démarche, elle est inscrite depuis une dizaine d'années au niveau de la DSI de Pôle emploi. Vous savez qu'en tant qu'acheteur, on a quelques obligations au titre de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et à l'occasion d'un renouvellement de marché sur la maîtrise d'œuvre, on a souhaité aller un peu plus loin que ce qu'on avait fait précédemment. On travaille en 3 étapes. La première étape, c'est de fournir directement des ressources à CGI pour Pôle emploi, donc des ressources éloignées de l'emploi et en situation de handicap. Et ensuite, il y aura 2 autres parties. Une partie d'externalisation d'un pôle support helpdesk dans nos équipes Atimic Orléans. Et une 3e partie, un peu plus moyen terme, avec une équipe testing à Bordeaux en collaboration avec CGI. Le bénéfice et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des contacts directs avec des décideurs de grands groupes qui ont un intérêt à travailler avec nous et qui sont déjà sensibilisés à nos pratiques et à nos problématiques de recrutement. Alors, le déroulé du projet, donc on s'est mobilisé en interne avec différents interlocuteurs à CATS, des opérationnels, des RH, pour pouvoir identifier et trouver les meilleurs partenaires sur le territoire, une entreprise adaptée numérique
et puis un centre de formation. Donc, on a trouvé avec DSI et Webforce 3. Notre objectif central est de faire en sorte qu'on ouvre les portes des métiers complexes, ou en tout cas identifiés ou repérés comme complexes, et de pouvoir finalement soutenir, appuyer cette dynamique au sein des entreprises qui vise finalement à amplifier l'emploi des personnes en situation de handicap. Le monde de l'informatique a peut-être un a priori défavorable, pour autant il y a des opportunités, des solutions, des offres de valeur qui sont intéressantes à aller regarder, et je pense qu'on est tous satisfaits de bénéficier de ces dynamiques-là, de contribuer à un monde meilleur, qu'il soit écologique, social, au bénéfice des travailleurs handicapés dans le cas qui nous intéresse. Catherine, on a plus de temps. Être activateur de progrès sur les métiers du numérique, c'est l'objectif de la GFIP, avec son partenaire privilégié qui est CGI, mais aussi avec les acteurs qui s'engagent sur le terrain, avec l'État, avec les acteurs des entreprises adaptées, avec également tous les acteurs de l'entreprise qui sont au service de l'inclusion. Et pour nous, ça, c'est l'essentiel de cette démarche. Merci Catherine. Nous allons illustrer ce qu'est le diagnostic. Le diagnostic, je vous présente donc. Pardon ? Oui, excuse-moi. Peut-être demander aux participants qu'est-ce qu'ils ont retenu, Anne, Madame Budet, et puis Madame de Courcy et Madame Matt, ce que vous avez retenu de ce petit film, peut-être en un ou deux mots. Pour moi, très clair et illustratif d'une démarche qui a fait ses preuves et qui, j'espère, va continuer à le faire. Donc, merci, Anne. Voilà. OK. Madame Budet. Moi, c'est vraiment l'optique, faire rencontrer deux mondes, voilà, la dimension numérique, et puis essayer d'inclure justement la dimension diversité dans ce domaine. Merci. Madame de Courcy. Oui, moi je dirais qu'il y a une forte demande de la part du monde du numérique et une offre qui pourrait être chez les personnes en situation de handicap et qui n'est pas connue de l'autre monde, enfin de mondes qui ne se connaissent pas mais qui peuvent se rencontrer par ce biais-là. Et est-ce que ça vous aide à vous projeter dans ce type de démarche ? Personnellement, c'est pas du tout notre secteur, donc je pense pas, mais ça peut nous donner des... Alors, c'est pas votre secteur, c'est-à-dire que vous ne côtoyez pas des acheteurs d'IT, vous n'achetez pas d'IT dans le... Ouais, non. Vous n'achetez pas dans la logistique ou le... D'accord. À la page, vous êtes sur des domaines purement logistiques. Oui, voilà. Mais ça pourrait être... Bon, après, c'est duplicable. La démarche, elle est duplicable avec des boîtes qui font de la logistique. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises adaptées qui font de la logistique. Oui. Et donc, vous faites appel déjà au secteur adapté sur la logistique ? En fait, c'est on est nous-mêmes entreprises. Ah, vous êtes une entreprise. Ah non, mais je pensais que... D'accord. Donc, peut-être... Voilà, merci. Madame Matt, vous avez juste une remarque, un mot à dire ? Oui, justement, moi, je réfléchissais dans quelle mesure c'était applicable chez moi, parce qu'on a quand même un gros budget informatique, et je me dis que ce serait peut-être intéressant, d'autant qu'on gère aussi la partie informatique, le numérique éducatif, donc pour les collèges, et on s'étend aux écoles primaires aussi. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être des pistes à explorer, voilà. Mais je me dis que moi, toute seule, j'arriverai jamais à convaincre et à explorer et à faire ce travail, et que du coup, le diagnostic pourrait vraiment apporter quelque chose. Donc voilà, je me le note et je reviendrai vers vous pour avoir plus d'infos. Magali et Catherine, voilà. Oui, alors voilà, en fait, j'ai interverti parce que je pensais que c'était, voilà, j'ai interverti Madame Matt, mais justement, typiquement, vous, dans un département, il faudrait juste aller voir, pour commencer, vos achats. Il y a certainement des pistes d'achat qui peuvent être auditées et qui pourraient justement rentrer dans ce type de démarche. Alors, j'ai commencé parce que nous, la mission clause sociale est très récente. Alors, achat responsable d'une manière générale, c'est encore, on en est loin pour l'instant.
Et on a un premier marché, un groupement de commandes avec des collectivités pour justement mettre du numérique dans les écoles. Et là, on a déjà mis des clauses d'insertion. Voilà, on a commencé. Par contre, effectivement, il y a des choses à faire, j'en suis sûre. On est un peu jeune, donc j'ai pas voulu faire trop de choses et je viens de commencer. Enfin, ça fait qu'1 an que je suis là et du coup, je me suis focalisée sur les marchés de travaux pour les clauses d'insertion. Mais clairement, il y a des choses à faire au-delà et sur le handicap aussi. Et du coup, voilà, je prendrai vos coordonnées et je verrai ce qu'il est possible de faire et comment on pourrait procéder parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Tout à fait. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Madame Matt, c'est que vous êtes, il y a effectivement actuellement le plan d'action sur les achats durables, notamment envers les entreprises publiques, qui prévoit d'ici 2025 30% des achats closés. Effectivement, dans les domaines du numérique, souvent on n'attend pas effectivement les entreprises adaptées ou autres entreprises de l'insertion sur ces domaines-là. Donc ce diagnostic peut être intéressant justement pour pouvoir sortir de terre des projets numériques qui pourraient être intéressants dans le cadre de vos appels d'offres. Donc, merci. Alors, Catherine, ça y est, tu vas pouvoir y aller. Donc, en fait, je vais faire très simple pour qu'on puisse passer au cas et à l'illustration qu'on a réalisé, d'un projet qu'on a réalisé avec NEA IT par le biais des dispositifs existants. Donc, le diagnostic, comme l'a dit Magali et comme toi tu l'as présenté Claire, il est en 3 étapes. Il se résume en 3 mots: comprendre, identifier, innover. Comprendre les périmètres éligibles, rencontrer la DSI, voir les technologies utilisées, les conditions de réalisation, les problématiques de recrutement ou de manque de ressources en général, toutes ces problématiques-là qui permettent de voir la difficulté des prestations à réaliser, les conditions de réalisation. Donc, identifier les projets éligibles et comprendre les besoins des DSI, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième consiste à identifier quels seraient les bons partenaires pour réaliser et quels seraient les dispositifs mobilisables. Tout à l'heure, vous avez parlé de talent digital, PICEA et aussi de CDD tremplin. C'est comment on utilise les dispositifs qui sont mobilisables. On identifie. Et la troisième, c'est être innovant. Et comme le disait Magali, il n'y a pas une situation, il n'y a pas un plan d'action type. À chaque fois, il faut adapter un plan d'action et se mettre en mouvement dans un projet innovant. Donc là, en l'occurrence, on va vous présenter. Excuse-moi, Catherine, tu n'avais pas des slides ou sinon je peux les mettre si tu n'avais pas 2-3 slides? Non, on va présenter directement, passer au cas d'illustration. Ah bon, d'accord. Okay. Donc, le comprendre. Là, on va vous présenter une illustration d'une action sur un projet de transformation de la facturation, un gros projet programme qui est sous AS400. Donc, autant dire AS400, même si on n'est pas technique, c'est des mots qu'on connaît, qui sont des technologies un peu anciennes, voire dépassées, et sur lesquelles il y a un manque de compétences. Donc, de là est venue l'idée c'est un gros projet pérenne avec du volume, une montée progressive dans le temps et aussi un gros volume d'activités avec des activités processées et récurrentes. C'est donc un contexte favorable pour la réalisation d'un projet de faire monter une équipe, une promotion, utiliser les leviers de montée en compétences en travaillant avec une EA et avec les dispositifs d'aide qui sont les dispositifs de formation classiques à compléter avec un accompagnement de l'EA, d'une EA. Et donc, pour réaliser ce projet programme, on a fait appel à NEA IT qui avait déjà réalisé de tels montages de formation et d'accompagnement d'une équipe donc de développeurs AS400, là où il n'y avait absolument pas de compétences disponibles sur le marché, tout en mobilisant les dispositifs et en s'inscrivant dans une démarche
de CDD tremplin afin d'apporter des débouchés pour les personnes recrutées dans les sociétés d'informatique ou chez les clients finaux. Donc, c'est ce dispositif qu'on a mis en place avec NEA IT et que NEA va nous présenter là. Marc, je te laisse présenter ce dispositif. Tout à fait, merci Catherine. Bonjour à mesdames. Je vois que la parité n'est pas forcément en ma faveur. Et c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je vais pouvoir présenter effectivement ce process qui a été initié par notre directeur de NEA IT, Frédéric Simian. Et c'est issu d'une... Oui. Vous n'avez pas de slide, vous non plus, hein, on est d'accord Non. Ouais. On est bien d'accord que au départ, hein, parce qu'on est dans la démarche qui était comprendre, se situer et innover. Donc, vous avez bien identifié, Catherine, c'est ce que tu disais, vous avez bien identifié un périmètre qui était la S400, des besoins de compétences sur ce domaine-là. Ensuite, vous avez identifié les entreprises du secteur, donc les EA qui pouvaient répondre à ce projet. Et on va voir pourquoi, effectivement, c'est Scope NEA qui a été choisi. Et derrière, donc, Marc va nous expliquer qu'est-ce qui a été mis en place. Hein. C'est bien ça, Tout à fait. Merci. Excusez-moi, Marc, de vous avoir coupé. Je vous en prie. C'est bien de pouvoir resituer. Donc, comme je disais, c'est un process qui a été initié en 2017 par Frédéric Simian, donc notre directeur de NEA IT. Donc, à l'époque, on était hors expérimentation, puisque les expérimentations, CDD tremplin sont apparues avec la réforme de la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, au préalable, Frédéric avait monté effectivement ce process. Donc, c'est issu de ce retour d'expérience qu'on a bien évidemment phasé tout ce process. Et en tout cas, on l'a également amélioré avec tout un tas d'expérimentations, pour le coup, qui sont venues agréger ce projet-là. Donc, à l'origine, c'est effectivement un besoin de CGI de pouvoir sourcer des programmateurs sur la S400. Et comme le disait Catherine, la S400, c'est une vieille technologie, mais qui date d'IBM. Hein. Donc, vous voyez les écrans noirs écrits en vert, c'est la S400 à peu près, donc avec les superbes disquettes de l'époque. Néanmoins, cette technologie, elle existe toujours. Et elle est toujours en fonction dans bon nombre d'applications, notamment au niveau bancaire, et puis d'autres applications dans d'autres organisations. Ce qui veut dire qu'il faut aussi les entretenir, les faire évoluer aux besoins de notre contexte actuel où on est dans une accélération du numérique assez importante. Donc à partir de là, CGI sont venus effectivement nous voir pour qu'on puisse travailler ensemble sur le montage de cette promotion, comme le dit Catherine, et on est bien dans la promotion de ce projet-là. Donc au préalable, on travaille avec CGI sur la définition du contenu de la montée en compétences des personnes que l'on va recruter. Donc, c'est très important aussi de bien définir les besoins et bien les comprendre pour pouvoir après monter toute l'ingénierie du process que l'on va dérouler et que je vais expliquer. Donc, au départ, on sélectionne effectivement des candidats via le SPE, donc Service public de l'emploi, avec des réunions collectives sur lesquelles on explique le projet dans sa globalité. Et donc ça, c'est en lien avec effectivement les services Pôle emploi et nos services, nous, RH, et en lien aussi avec, en support effectivement avec CGI, qui nous aide aussi dans ce travail-là. À partir de là, donc on sélectionne des candidats, on monte une formation via une POEI, donc c'est une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc c'est une promotion effectivement d'une dizaine de personnes qui, grâce à la PEI, vont donc être formées durant 3 mois. C'est un peu plus de 400 heures de formation. Donc on s'attache effectivement avec un organisme de formation qui est bien connu, Webforce 3, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui va s'occuper de toute l'ingénierie pédagogique adaptée, qui va permettre justement de faire monter en compétence ces personnes durant ces 3 mois.
On s'attache également les services de l'AGFIP dans le cadre du PICEA, du plan d'investissement et compétences entreprises adaptées, à destination également des CDD tremplins, puisque là on est dans l'expérimentation CDD tremplin et le groupe NEA a assez rapidement dès 2019 candidaté sur cette expérimentation et qui prend son sens en tout cas dans ce type de projet. Et à l'issue donc de la PEI, il y a un CQP qui est délivré aux candidats. C'est un certificat de qualification professionnelle. Ça, c'est une vraie volonté de notre part de dire à l'issue de ces 3 mois de formation, on valorise quand même tout le travail qui a été fait, d'accord, auprès des candidats qui sont dans cette promotion. Puisqu'après, par la suite, on va accompagner la prise de poste avec CGI de ces candidats qui vont étape par étape monter en autonomie et en compétence et en autonomie durant l'ensemble du process. Donc le process complet, c'est 5 étapes, d'accord, avec des variabilités dans le temps et sur lequel nous on s'engage avec CGI à faire à l'issue de ces 5 étapes d'avoir des juniors autonomes sur cette compétence particulière de la S400. Donc, chaque étape, bien sûr, il y a, à l'issue de l'étape, il y a des phases de contrôle, en tout cas, que l'on met en œuvre, avec des phases d'évaluation qui permettent aux candidats de valider l'étape d'après. C'est-à-dire qu'à chaque issue d'étape, au-delà du CQP qui est l'étape 0, on valide la possibilité pour le candidat d'aller à l'étape d'après avec tout le staff que l'on a chez nous, avec le suivi aussi socio-professionnel que l'on met en œuvre. Donc, Marc, si j'ai bien compris, là, donc on était sur des métiers, effectivement, on avait un client qui avait un besoin sur des AS400, sur un métier qui n'était pas forcé, c'est pas un métier. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que le fait de recruter des gens, de les former sur ces technologies qui sont plutôt des technologies vieillissantes, c'est des emplois de demain, ça? Je pense que Catherine a répondu à la question quand elle a dit que c'était durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage dans une durabilité de l'emploi par la suite. Comme je l'ai dit, il y a bon nombre d'applicatifs qui sont encore une fois sous cette technologie-là. Et quand on fait le diagnostic de ces technologies, en fait, ça coûte extrêmement cher de changer de technologie. Donc, il vaut mieux la conserver et le choix est fait par bon nombre d'utilisateurs de cette technologie, de conserver cette tech et de la faire évoluer avec la compatibilité de l'environnement numérique dans lequel on est. Donc, c'est vraiment dans la phase, justement, la phase 1 du diagnostic où on recherche les périmètres, où là, effectivement, avec le client, on se rend compte qu'effectivement, ces technologies, elles ne sont plus dans l'entreprise, elles peuvent être externalisées et elles peuvent créer de l'emploi durable. Donc, on a bien un périmètre qui a été bien défini au départ. Vous étiez, vous aviez déjà été identifié dans le cadre de sourcing, inversé sur ces compétences et vous aviez déjà de l'expérience sur de la formation et sur du sourcing justement de personnes sur ces domaines-là. Et la 3e étape, ça a été effectivement de constituer une promotion, donc en recrutant des gens sur leur savoir-être et en les faisant monter en compétences à travers une formation qui a été faite avec votre partenaire. Donc, on voit bien le cycle du diagnostic. Donc, je crois que ça a démarré il n'y a pas très, très longtemps. Donc, pour l'instant, il me semble, de ce que j'ai compris dans les échanges. Mais en tout cas, l'idée et le point de départ, bien sûr, de ce diagnostic numérique, ça a bien été de créer de l'emploi durable. Donc ces personnes-là, une fois qu'elles seront formées, bien entendu, l'objectif, c'est qu'elles intègrent l'entreprise. Exactement. C'est l'objectif que l'on s'est fixé, effectivement. Très bien. Merci. Alors, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je ne sais pas si Catherine ou Magali avaient envie de rajouter quelque chose par rapport à ce retour d'expérience. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que dans les 10 diagnostics, comme le disait Magali tout à l'heure,
ou Catherine, je ne sais plus, c'est les solutions, ou en tout cas les plans d'action qui ont été mis en œuvre ont été totalement différents. Tout à l'heure, on voyait dans le petit film Pôle emploi, hein, notamment, qui peut être intéressant comme démarche, hein, pour le département de la Moselle, hein, puisqu'ils sont aussi, hein, ils sont, comme il le rappelait, hein, soumis aussi aux clauses sociales. Donc, moi, j'ai envie maintenant qu'on échange peut-être avec les participants pour peut-être qu'on en a déjà un peu parlé. C'est une démarche comme celle-ci, elle pourrait être, alors on va en parler avec peut-être Madame Budet et Madame Matt dans vos entreprises. Est-ce que cette démarche, elle pourrait être mise en œuvre? Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? Quels sont les boosters, en fait? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez mettre en place cette démarche? Donc, vous pouvez mettre les caméras, hein, on n'est pas très, très nombreux, donc n'hésitez pas à mettre les caméras et à vous exprimer sur… Voilà, est-ce que cette démarche vous parle? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin de compléments et comment vous verriez les choses? Oui, alors, pardon, allez-y. Pour le coup, moi, la démarche me parle parce que j'ai été facilitatrice pendant quelques années et du coup, tout le travail avec Pôle emploi, voilà, tout ça, ça me parle bien. Là où je pense que les difficultés peuvent se poser chez nous, c'est de convaincre en fait les acheteurs. Parce qu'on est loin par rapport à ça. Alors, les marchés de travaux, ça commence à aller mieux et on arrive à décrisper. Service informatique, c'est encore assez compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a une démarche qui doit se faire. Pour nous, je pense que ça prendra quelques temps. Il ne faut pas brûler les étapes parce qu'il y a un état d'esprit un peu à changer. Je pense que la mise en place d'un SPASER, donc d'un schéma de promotion des achats socialement écologiquement responsables, pourrait aider à formaliser un peu tous ces achats responsables et à mettre tout le monde un peu en mise en route, en fait, à prendre le pas. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant pour moi qui serait de toute façon amené à faire ce travail. C'est intéressant pour moi de savoir ce qui se passe et comment on peut le faire et où je pourrais trouver des appuis, en fait, pour m'aider sur cette démarche. Voilà, vous avez des très bons interlocuteurs autour de la table. Et je pense que ce qui était intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si vous avez des nouveaux projets, notamment le numérique à l'école, hein, si ce sont des nouveaux projets, c'est peut-être par le biais de ces nouveaux projets où on peut enclencher une démarche. Je ne sais pas si Catherine, Magali, peut-être, je ne sais pas si vous me rejoignez sur… Je complète en effet que lors de renouvellement ou de nouveaux projets, c'est vrai que c'est assez favorable pour réfléchir à des nouvelles clauses, à des incitations, à donner des idées comme faire du sourcing inversé, c'est-à-dire en amont d'une consultation, parce qu'on est sur des marchés publics par exemple, comment connaître le secteur, comment partager et vraiment avoir des demandes qui sont en adéquation avec la possibilité pour les EA de fournir. C'est souvent le sujet, il y a une décorrélation entre les projets, les débouchés et ce que les EA peuvent fournir, puisqu'on ne peut pas promettre non plus des miracles à fournir des compétences Bac plus 10, des experts. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un partage, Marc, tu peux confirmer, je pense, entre les entreprises adaptées et les clients finaux. Absolument. C'est pour ça qu'il faut bien déterminer en amont le contenu aussi des prestations qu'on attend aussi des entreprises adaptées. Il ne faut pas oublier non plus que le public auquel on s'adresse sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Pour la plupart, c'est environ 2 ans de chômage, donc d'inactivité professionnelle que l'on va remettre à l'emploi. Donc, au travers, bien sûr, de ce process qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui donne de très bons résultats. Mais tu as raison, Catherine, de le préciser. On ne va pas sortir des ingénieurs infrastructure avec 5 ans d'expérience. Voilà, je veux dire,
faut être assez clair dans cette démarche-là. Pour autant, on a quand même des belles réussites aussi, et on a des pépites dans nos promotions. Donc ça aussi, il faut aussi voilà, le prendre en considération. Et surtout, on est dans l'expérience. Donc cette expérience, elle est intéressante, en tout cas, de la mener. Et ça, c'est dû aussi à la motivation de chacun, comme CGI le fait aujourd'hui, parce que c'est une entreprise qui est engagée et qui est convaincue de ce qu'elle fait. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Alors, pour rassurer, par où rentrer? Par où rentrer? On peut rentrer par les missions handicap qui peuvent impulser des projets. On peut rentrer par, c'est arrivé, on peut rentrer par les DSI, c'est arrivé. Donc moi, mon premier diagnostic, c'est une DSI qui me disait, moi, je veux faire du handicap, je sais pas comment faire, donc comment faire. Et puis on peut rentrer par les achats, puisque les achats ont parfois des objectifs d'achat responsable. Donc ce sont 3 acteurs. Airbus, c'était les achats. Donc ce que je vous disais là, le premier diagnostic, c'était la DSI. Et puis après, on a fait plusieurs diagnostics aussi qui étaient recommandés en interne, c'est-à-dire qu'il y avait, pour une grande banque, on a fait un premier diagnostic dans une entité, et puis les autres entités ont voulu, elles aussi, avoir leur diagnostic. Donc en gros, c'est les 3 grandes portes d'entrée. Sur le côté expérimentation, oui et non, c'est-à-dire que la prestation vous pouvez très bien acheter des prestations co-réalisées avec des entreprises adaptées et ne pas voir l'impact de l'entreprise adaptée, parce que de toute façon, tout ce qui est montée en compétences, intégration sur les projets, etc., si c'est des groupements d'entreprises, vous avez quand même une ESN qui est mandataire. Donc l'ESN mandataire, elle prend la responsabilité du contrat et c'est elle qui va en fait accompagner la montée en compétences, qui va s'assurer qu'il y a le bon volume de ressources et qui va parfois aussi adapter. Donc c'est-à-dire que la prestation, elle est transparente pour la personne de la DSI qui l'achète. Et c'est tout l'intérêt en fait qu'on peut avoir avec les achats responsables, c'est que vous en fait, côté client, vous ne faites qu'acheter. Derrière, toute la responsabilité, la cohérence du projet, etc., c'est mené par le groupement qui a répondu. Quand vous êtes en co-traitance, c'est le groupement qui a répondu. Évidemment, et là, si vous mettez des clauses partout, sur tout type de projet, toujours la même clause, vous allez mettre certains projets en facilité, parce qu'il y a des projets sur lesquels il y a moyen de faire beaucoup, et en fait, on va faire peu parce que la clause, elle est standard. Et donc là, vous allez perdre du potentiel. Et puis, vous allez mettre d'autres projets à risque, parce que faire de la clause d'insertion, comme le disait tout à l'heure Marc, sur des métiers où on a besoin de ressources uniques, hyper expertes, etc., en fait, on ne les trouve pas dans le monde du handicap. Et donc, c'est hyper compliqué. Donc, il y a une responsabilité, à mon avis, une intelligence à avoir côté client, de se dire, on ne va pas aller n'importe où. On va mettre la clause là où on a un vrai potentiel. On ne va pas mettre en péril des projets hyper touchy, etc. Parce qu'en plus, ça va décrédibiliser le sujet des clauses, parce que les DSI vont dire leurs clauses, ils nous font faire n'importe quoi, ça ralentit les projets. Alors, si c'est juste pour remporter des pénalités, ça ne sert à rien. Et au contraire, là où il y a des choses à faire, des belles choses à faire, elles peuvent être accompagnées sans impact sur la qualité de la prestation. Et c'est ça quand même qui est super important. Et ça demande, Magali, effectivement, d'avoir aussi de sourcer les entreprises, d'adapter, de voir qu'est-ce qu'elles font. Donc, on vous engage aussi à les rencontrer en amont pour connaître leur savoir-faire et leur périmètre d'intervention. Alors, c'est ce que disait Catherine. En fait, ce diagnostic, il vous permet, vous, côté client, d'être autonome. D'être autonome dans le fait de savoir là où on va pouvoir vous proposer des trucs intéressants et vous assurer qu'on va vous les proposer. Parce que évidemment, toute entreprise service numérique, elle préfère garder le service pour elle toute seule, plutôt que d'en donner la moitié à une entreprise adaptée. Par contre, si vous, côté client, vous savez qu'il y a du potentiel sur le projet, parce que le projet s'y prête, potentiel sur la modalité, parce qu'il y a des entreprises adaptées qui savent faire, là, vous allez être plus en capacité, donc vous allez prendre du pouvoir en fait sur ce qu'on va pouvoir vous donner en face comme réponse. Et c'est ça l'intérêt du diagnostic, c'est pas que tout le temps vous ayez besoin de faire appel à un prestataire pour vous dire fais ci, fais ça. C'est que vous derrière, vous soyez en capacité de vous dire bon, là j'ai un truc à faire et je sais que je peux le faire avec telle entreprise, donc je vais quand même challenger un peu plus mes fournisseurs parce que je sais qu'ils ont quand même quelque chose à me dire là. Et s'ils ne me le disent pas, je sais vers qui me tourner pour dire soyez un peu plus
un peu plus volontaire, vous voyez. Et en fait, c'est ce qu'a fait Airbus, c'est ce qu'a fait AXA suite au diagnostic, c'est-à-dire que AXA, maintenant, elle fait son sourcing inversé. Donc, quand elle voit qu'il y a un endroit où il y a un potentiel, elle fait son sourcing inversé. Derrière, elle sait avec qui potentiellement la prestation peut être réalisée en termes géographiques, en termes de compétences métiers. Et donc, derrière, elle est en capacité de lire des appels d'offres et de lire les propositions sociétales, le volet RSE des propositions, avec un œil beaucoup plus éclairé. Et ça, c'est pas hyper compliqué, hein. Ça demande pas ni des compétences en informatique, ni un travail. On pourrait peut-être, parce que je vois l'heure qui tourne, excusez-moi, on pourrait peut-être laisser la parole à Madame Budet, peut-être pour justement dans son entreprise, est-ce que ce type de démarche, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau de la DSI, est-ce que ce type de démarche, effectivement, pourrait être mise en place, parce que j'imagine qu'à la Redoute, il y a de quoi faire en termes de IT, et il y a une question aussi d'Anne Clément, donc voilà, je garde le timing. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait envisageable, sachant qu'on est actuellement sur des métiers tournés vers l'IT. On a quand même une dimension e-commerce très, très présente, hein, donc voilà, oui, c'est très, très, très intéressant pour le coup. Merci d'ailleurs pour cette prise d'information. Je note de mon côté certains points clés, parce que c'est vrai que quand on entre dans une démarche comme ça, on ne sait pas par où commencer dans un premier temps, on ne sait pas vraiment les interlocuteurs principaux à contacter. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un point de vue plus concret dans cette démarche. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour le coup. Hein. Et est-ce que c'est le bon timing pour vous de démarrer cette démarche ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que nous, on était sur un point, sur un plan de développement de cette dimension au sein de notre entreprise. Donc voilà, nous, on est dans une optique de prise d'information dans un premier temps pour pouvoir concrètement présenter un plan d'action très, très ciblé. Donc, c'est le bon timing, ouais, pour le coup. Anne Clément, merci beaucoup. Anne Clément avait une question donc, oui, avec combien d'entreprises le diagnostic? Alors déjà, CGI en fait depuis longtemps des diagnostics, mais là, dans le cadre de la démarche initiée par la GFIP, il y en a eu une dizaine, hein, c'est ça? C'est cela. Et en fait, la GFIP donc, a décidé de financer ces diagnostics. Donc, elle continue à les financer. On en a réalisé un certain nombre avec RATP, AXA, comme disait Magali, AG2R, de Capos, de diverses entreprises dans divers environnements. Et cette possibilité d'adhérer au diagnostic financé est encore ouverte. Donc, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Donc, Madame Budet, Madame Matt, il y a des opportunités. Anne, tu veux dire quelque chose ? Oui, en fait, ma question était plus précise que ça. Je n'ai pas d'ordre d'idée de l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'il y a chaque jour une entreprise qui vous contacte? Vous avez fait 20 diagnostics, 100 diagnostics sur... On est plutôt de l'ordre de la dizaine. On est de l'ordre de la dizaine et c'est très compliqué parce que c'est bizarrement pas hyper sollicité comme diagnostic. Ouais. Et oui, parce que ça a l'air tellement vertueux une fois que c'est mis en place que je ne comprends pas très bien. Mais ça implique que des choses changent. Et parfois, c'est plus facile de rester dans l'état de situation plutôt que de faire changer les choses. Ou c'est peut-être moins bien connu qu'on ne le pense aussi. Peut-être ça aussi, Magali, certainement. Oui. La période a été un peu compliquée. Mais voilà, il faut que ça... De toute façon, c'est une démarche, et comme le disait Magali tout à l'heure, hein, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois, vous le faites, vous pouvez le faire tout seul après, et surtout, vous pouvez aussi le dupliquer sur d'autres domaines d'activité, quoi, donc d'autres secteurs d'activité. Oui, mais du coup, ça n'empêche pas, Claire, qu'en entrée, je trouve qu'il y a quand même peu d'entreprises qui font ce diagnostic, alors que je pense que le besoin est là, quoi. Donc, effectivement... Parce que là aussi, sur le numérique, sur l'IT, comme beaucoup l'ont dit, hein, c'est compliqué parce que c'est difficile de rentrer dans les DSI. Bon, et je pense que Marc et Magali et Catherine le savent mieux que moi. C'est difficile de rentrer dans les DSI. Moi, je sais qu'effectivement, quand en déco, on essaye de parler aux DSI d'achat responsable, d'achat handicap. C'est compliqué. Donc, déjà, il y a une acculturation et c'est aussi un
un des effets, ou en tout cas un des objectifs de ces diagnostics numériques, c'est d'acculturer les DSI. Donc, il y a déjà à faire, il y a lever les freins, voilà. Et les représentations surtout, Claire, Ouais. si je peux me permettre, parce qu'effectivement, on nous attend beaucoup, nous, les entreprises adaptées, sur des prestations plutôt classiques, de type conditionnement, etc., et certainement pas sur des prestations intellectuelles. Moi, quand j'ai créé Reality 2M, qui est de la prestation intellectuelle sur de l'ingénierie, on nous attendait absolument pas là-dessus, il y a 10 ans en arrière. Donc, effectivement, il faut convaincre, il faut lever un peu des représentations qui sont un petit peu dures aussi. Et quand je dis à certains acheteurs, on peut venir faire un audit qualité chez vous avec des personnes en situation de handicap, tout de suite, le brainstorming se met en route. C'est l'orage cérébral et la personne, elle prend pas mal de distance par rapport à ça. Donc, sur les prestations IT, en plus aujourd'hui, quelque part, vous donnez la possibilité, vous laissez l'entretien de tout le système d'information de votre entreprise à une tierce personne. Donc, c'est pas toujours évident non plus cette démarche. Et c'est pour ça que le diagnostic est intéressant, parce que ça permet de rendre des choses possibles et de donner une autre dimension à ces représentations-là. Et je rejoins Magali sur la partie co-traitance, notamment dans le cadre des clauses sociales pour les marchés publics. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes aussi à mettre en œuvre. Et vous avez la possibilité aussi de pré-sourcer dans le cadre des marchés publics. Donc, n'hésitez pas non plus à aller vers les entreprises adaptées pour connaître leurs possibilités. Tout à fait. Merci pour ce complément. Vous avez d'autres choses à rajouter parce qu'il est 11h58. Donc, voilà, si on veut tenir notre timing, il nous reste 2 minutes. D'autres questions? Non, c'est clair. Madame de Courcy, même si vous étiez un peu moins concernée, le sujet vous a intéressé? Oui, non, mais c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans d'autres secteurs et puis comment se font les échanges justement clients et entreprises adaptées. Ça peut servir justement pour d'autres secteurs. Ouais. Bon, très bien, merci. Alors écoutez, si vous n'avez pas d'autres choses d'autres questions ou d'autres compléments à apporter, on va se quitter. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est une démarche très vertueuse sur des métiers qui sont en devenir. Donc, il faut trouver la bonne porte d'entrée, mais comme le disait Magali, les portes d'entrée sont multiples. Et puis, je pense que aussi, les diagnostics qui ont été réalisés peuvent servir aussi peut-être de levier. Moi, j'ai entendu effectivement Catherine qui disait que dans le cadre de cette expérimentation, il y avait la possibilité de rentrer encore de faire d'autres diagnostics avec la GFIP. Donc, n'hésitez pas à contacter Catherine et Magali sur le sujet. Et voilà, écoutez, si on va se quitter, donc il reste encore une après-midi de Handi Achat. N'hésitez pas à aller visiter le stand de Scope NEA parce qu'ils font de l'IT, ils font du groupe NEA, pardon, excusez-moi. Ils font de l'IT, mais ils font plein d'autres choses aussi. Et puis, vous avez tous les autres fournisseurs que vous pouvez visiter et puis tous les replays qui seront disponibles sur le replay de Handi Achat. En tout cas, merci beaucoup à nos 3 intervenants, pardon, et à notre auditoire. J'espère qu'il y aura d'autres diagnostics et peut-être au département de la Moselle ou à la Redoute. Et que Anne aussi aura plein de sujets pour elle dans le cadre de ces diagnostics. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et merci Claire pour ton invitation. Merci. Et un bon week-end puisque merci, bon week-end. Et à très bientôt. Merci. Et merci à Cynthia à la régie. Au revoir.